Donc, Monsieur Delcamp, vous êtes directeur adjoint à la FFA sur la direction des assurances dommages et de responsabilité. Merci de nous donner un éclairage sur l'assurance des risques majeurs, pandémie, cyber. On a une actualité complexe. S'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure en cliquant sur le petit bouton Q&R au fur et à mesure de l'intervention de Monsieur Delcamp et de l'échange et les réponses que vous pourrez avoir en fin d'intervention de Monsieur Delcamp avec Astrid concernant plus spécifiquement Hiscox ou Monsieur Delcamp concernant la place. Donc Monsieur Delcamp, peut-être première question, la pandémie de Covid-19 a généré une situation de crise inédite. On a évoqué un dispositif CATEX. Où est-ce qu'on en est dans les discussions avec le gouvernement et sur ces sujets-là ? Déjà, bonjour à tous et à toutes. Et avant de vous répondre, je vous répondrai à votre question, n'hésitez pas, mais je tenais quand même, et tout de même, à remercier, bien évidemment, l'ensemble des équipes d'Hiscox et Gwenaël et ses équipes de me donner la parole, car il n'y a rien de plus important pour nous à la Fédération de pouvoir être accroché à la vraie vie, à la vie des courtiers, à la vie du marché, car c'est par cette remontée qu'on peut mieux défendre les intérêts de toute la profession. Et donc, c'est vraiment un point très important. Et ce qu'a pu faire mes prédécesseurs sur d'autres risques majeurs, risque nucléaire, qui était le premier des risques, risque terrorisme, risque de catastrophe naturelle ou encore risque technologique, il y a toujours une réaction du marché de l'assurance. Et cette réaction a eu lieu en l'espace de 3 mois. Entre le 17 mars, date du confinement, et mi-juin, la profession s'était mobilisée pour proposer au pouvoir public une proposition de couverture du risque pandémique. On a appelé effectivement la CATEX, la couverture des risques exceptionnels, et cette CATEX reposait sur 5 points. Le premier était une couverture forfaitaire. Il fallait être rapide, il fallait réagir après un événement, et donc on ne pouvait pas se permettre de lancer une expertise longue, éventuellement fastidieuse. Deuxièmement, c'était une assurance obligatoire. En effet, il fallait que l'ensemble des entreprises françaises soient embarquées dans le dispositif pour pouvoir effectivement assumer la base de notre métier et pour pouvoir créer la mutualisation nécessaire au paiement. Troisièmement, il fallait que ce soit les pouvoirs publics qui déclenchent le mécanisme, parce qu'on ne pouvait pas déployer cet instrument à, je ne vais pas dire la moindre grippe, mais il fallait un arrêté, comme les arrêtés catastrophes, un arrêté catastrophe. Quatrièmement, cet processus était adossé à une couverture de réassurance spécifique qui était un mélange entre les CatNat avec l'intervention de la CCR et le GAREAT avec l'intervention en excess d'un certain nombre de réassureurs privés. Et enfin, le dernier point était que cette couverture ne pourrait être appliquée, ne pourrait jouer que pour le futur, que pour une pandémie future. Et effectivement, c'est ces 2 points qui ont peut-être posé problème, puisque l'obligation d'assurance, qui allait générer une charge financière supplémentaire pour les entreprises en pleine période de crise, était très compliquée à faire passer politiquement. Et deuxièmement, dire et indiquer que la prime que l'on allait percevoir était là pour payer les sinistres futurs, là également, et c'est la problématique de la culture du risque dans notre pays, c'est compliqué à faire passer. Donc politiquement, ces 2 messages n'ont pas été reçus par les pouvoirs publics. Ils ont tout à fait compris, parce que c'est sous l'égide du ministère de l'économie que l'on a monté ce dispositif, mais ces 2 points n'ont pas passé, si je peux me permettre, la rampe politique, et donc à court terme, ce dispositif est mis en stand-by. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il peut, dans le futur, évoluer ou donner lieu à d'autres formes, dans le futur ou dans un futur proche, d'autres formes de protection ou de dispositifs ? Oui, alors effectivement, il y a d'autres dispositifs qui ont été annoncés, mais il y a un autre chiffre que je voulais vous rappeler, effectivement, c'est à la suite de la crise sanitaire, la CPR, qui est notre organisme de contrôle des assureurs, a lancé une étude, et c'est un chiffre important à avoir en tête, surtout dans le débat médiatique et judiciaire qui a lieu et qui continue à avoir lieu, sur lequel je ne me prononcerai pas, bien évidemment, puisqu'il y a un certain nombre d'assureurs qui sont impliqués. Mais la CPR avait indiqué, sur la base d'études statistiques sur un panel représentatif de contrats de perte d'exploitation, que pour 96% d'entre eux, il n'y avait pas de problème. 96% des contrats, c'est quand même un chiffre très important. Dans 3% des cas, la couverture était acquise. Dans 93% des cas, la couverture n'était pas acquise. Et donc, c'est uniquement sur ces 4%, sur ces 4 points qui sont relativement faibles, qu'il y a tout
ce débat sur cette fameuse couverture de la perte d'exploitation sans dommages directs que l'on peut entendre régulièrement dans les médias. Donc c'est un point important à avoir en tête, et c'est aussi un point qui a peut-être relativisé l'approche des pouvoirs publics, puisque ce chiffre étant relativement faible, ne concernant en plus vraiment une population très spécifique d'assurés, en fait, l'idée qui a été poussée par Bruno Le Maire en décembre dernier, lorsqu'il a annoncé qu'il n'y aurait pas de couverture d'assurance obligatoire, a été plutôt de développer un système un outil fiscal. En fait, il a déclaré officiellement donc l'assurance pandémie obligatoire ne serait plus à l'ordre du jour. Par contre, pour tous ceux qui le souhaitent, il y aurait la possibilité de se constituer des provisions qui bénéficieront d'un régime fiscal particulièrement avantageux. Donc on passe d'un régime indemnitaire assurantiel plutôt à un régime fiscal, et qui peut se traduire pour deux segments. D'abord pour les TPE-PME par un outil d'épargne pour précaution, une dotation de provision pour épargne de précaution qui existe dans le monde agricole, sachez-le. C'est pas forcément connu, mais les agriculteurs peuvent bénéficier tous les ans, pendant 10 ans, ils peuvent mettre de côté une petite somme d'argent, et au bout de 10 ans, ils peuvent le sortir, ou avant, s'il y a un événement déclencheur, ils peuvent le sortir en franchise d'impôt. Donc ça, on attend les textes, on pense que ça sera pour le projet de loi de finances 2022. Par contre, il y a un deuxième sujet qui est d'actualité, c'est tout récent, il date d'il y a une quinzaine de jours. Il concerne les captives, puisque un autre outil de provision peut être le développement d'un environnement réglementaire et fiscal plus favorable en France pour le développement de captifs de réassurance des grands groupes industriels. On sait que l'AMRAE pousse beaucoup le sujet depuis un certain nombre d'années. La crise de la pandémie, mais également le retour du marché des risques industriels en cette fin d'année avec une restriction des capacités, une augmentation des tarifs, a donné encore plus d'écho à cette demande auprès des pouvoirs publics. Et la première étape, qui est peut-être passée un peu inaperçue récemment, a eu lieu le 20 mai dernier, puisque dans le cadre de ce qu'on appelle le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, thème un peu barbare, mais tous les décrets du gouvernement doivent être présentés à ce comité, dont la FFA fait partie, et qui doit remettre un avis. Et donc ce projet de décret, je dirais, a mis en place le premier niveau, la première brique de cette évolution réglementaire, puisqu'il traite de la gouvernance des captives de réassurance, et il va permettre de créer un binôme de dirigeants dont seul l'un d'entre eux pourra avoir des compétences en assurance. C'est un petit peu technique, mais c'est simplement dans le cadre de Solvency II. Toutes les sociétés d'assurance et de réassurance doivent avoir des dirigeants qui ont un certain nombre, qui doivent remplir un certain nombre de critères. Et bien là, ils commencent par créer cette réglementation pour les sociétés, pour les captifs de réassurance. Donc ça, c'est la première étape. Et on attend tous la deuxième étape qui devra avoir lieu comme pour l'autre outil, dans le cadre de la loi de finances 2022, donc les textes devraient sortir en septembre, et qui, eux, devraient porter des réglementations sur le provisionnement. Au Luxembourg, il y a un provisionnement spécifique pour fluctuation de sinistralité. Peut-être qu'il va s'y rapprocher, on va s'en rapprocher en France. Une fiscalité peut-être un peu également plus favorable, comme il se passe, comme elle existe en Irlande. Mais en tout cas, le point de vue de l'assurance et de la FFA et l'ensemble des adhérents d'Oishkog, c'est de dire nous ne sommes pas contre les captifs de réassurance, ça peut être un effet bénéfique pour le marché, d'une meilleure compréhension, d'un meilleur partage entre clients et assureurs. Par contre, bien évidemment, on est dans un marché concurrentiel, et si des avantages sont délivrés à des sociétés de réassurance captives, des captifs de réassurance, eh bien il faut que ces mêmes avantages en bénéficient aux sociétés d'assurance et de réassurance de la place de Paris. Donc voilà l'actualité très riche que l'on a en ce moment, et surtout ce qui nous permet aussi de nous projeter déjà en septembre-octobre prochain, où on attend avec impatience les textes réglementaires sur le sujet. Et peut-être un timing un jour sur un dispositif global, mais ce n'est pas le moment. Non, et entre nous, croisons les doigts, pourvu qu'on n'ait plus besoin d'utiliser ce dispositif. Mais bon, comme en CatNat, comme en risque nucléaire, c'est que lorsque l'événement majeur se produit, qu'on se dit, on a bien fait de l'anticiper. Merci donc pour ces précisions sur les aspects plus pandémie. Si on parle maintenant des risques cyber, on voit des sinistres d'ampleur inédite, des rançons de montants extrêmement importants sur des entreprises parfois de grande taille et qui peuvent être d'ailleurs par ailleurs relativement bien protégées. Quelle est l'évolution du marché que vous constatez sur ces risques cyber
et le problème que ça pose. Alors, il y a 2-3 mois, quand on a commencé à échanger sur la thématique qu'on pouvait aborder, on a bien évidemment parlé du cyber, et l'actualité s'accélère. J'avoue qu'il y a en 2014-2015, quand on a lancé le sujet à la FFA, on ne pensait pas du tout que 5 ans après, ça allait prendre cette ampleur médiatique, politique, journalistique, technique, économique. J'en arrêterai avec les hic. Mais encore, il en reste encore quelques-uns des hic. Il y en a deux grosses problématiques qui sont devant nous, si je peux me permettre. Mais c'est la problématique des rançons et c'est la problématique des silent covers. Je pense que vous avez pu voir, tous ceux qui sont autour de cette table virtuelle récemment, tous les articles de presse qui sont parus, car on a été pointé du doigt par 2 personnes éminentes, qui sont Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI, et Johanna Brousse, qui est chef de la section de cybercriminalité du parquet de Paris. Lors d'une audition le 15 avril dernier au Sénat sur le thème « Les PME, TPE et la cybersécurité », ils ont évoqué ce développement des ransomware et ils ont indiqué que les assureurs, à partir du moment où ils couvraient le remboursement des rançons auprès des entreprises attaquées, amplifier le système était un peu permettait en fait aux hackers de cibler plus facilement les entreprises françaises. Alors c'est vrai que les positions sont un peu divergentes sur le marché français. Il n'y a que 2 acteurs qui aujourd'hui ne les couvrent pas. Tous les autres acteurs les couvrent. Et surtout, ce qu'il faut le dire et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à date, il n'y a pas d'interdiction formelle, il n'y a pas d'infraction de rembourser le paiement d'une rançon ou de payer une rançon, sauf 2 exceptions, et c'est dans le code pénal, dans le cadre du financement d'entreprises de terrorisme, de Daesh particulièrement, mais également dans le cadre du non-respect de la réglementation des lois anti-blanchiment et aux États-Unis de tout ce qui tourne autour de l'OFAC. Donc à part ces points-là, mais encore il faut-il avoir la preuve qu'on finance le terrorisme, il n'y a pas d'interdiction. Donc aujourd'hui, malgré tout, on n'est pas satisfait de la situation actuelle. Il y a 6 mois, 1 an, et on a encore pointé du doigt sur la pandémie. Aujourd'hui, on est de nouveau pointé du doigt sur le paiement des rançons. On se doit de réagir. Hier encore, avec Hiscox et l'ensemble des partenaires de la FFA impliqués sur le cyber, on avait une réunion pour réfléchir tous ensemble aux meilleures solutions à proposer au pouvoir public. Quelle position la place de marché de l'assurance parisienne, française, pouvait prendre sur le sujet? Je ne vais pas pouvoir vous en dire plus parce que c'est work in progress. On est en train de travailler dessus. Mais vous-même, courtier, qui travaillez principalement avec Hiscox, mais peut-être avec d'autres compagnies d'assurance sur le sujet, vous voyez quels sont le marché actuel. Gwenaël l'a évoqué, un durcissement du marché avec des mesures de prévention plus fortes, des sous-limites, des franchises. Peut-être que c'est une voie dont on pourrait s'inspirer pour la seule couverture des rançons. Mais je m'en arrêterai là sur les rançons, puisque comme je vous le dis, c'est l'actualité du jour et je ne peux pas aller malheureusement plus loin. Peut-être un mot sur Silent Cyber, dont on parle beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a des convergences sur les positions de place? Alors là encore, sur les silent covers, les couvertures implicites, on est toujours titillé par notre organisme de contrôle, la CPR que je rappelais tout à l'heure. Elle nous a encore titillé, mais là c'était un peu plus longtemps, c'était en 2019, fin 2019, où elle a publié un important communiqué de presse qui disait, je vais vous le citer, si les contrats dédiés aux cyberrisques sont pour le moment peu développés, les organismes, les entreprises d'assurance ne mesurent pas encore suffisamment leur exposition, notamment à travers les garanties implicites contenues dans les contrats. Ça date de 2019, donc on pensait travailler fortement en 2020. La pandémie est passée par là, donc c'est vrai qu'on a un peu décalé notre planning de travail sur le sujet. Mais comme le fait Hiscox, on en parlait juste avant avec Astrid, toutes les compagnies d'assurance travaillent fortement sur le sujet pour, identifier dans leur contrat RC et dans leur contrat de dommages branche pure les couvertures implicites qui pourraient être mobilisées en cas d'événement cyber pour éviter les cumuls et aussi, surtout, pour être totalement transparent vis-à-vis des clients. Parce que c'est un point, on ne se regarde pas uniquement dans le nombril, si je peux me permettre, on se doit d'avoir un discours cohérent et transparent vis-à-vis des clients. Donc on doit dire là où c'est garanti et là où c'est pas garanti. Donc ça, c'est le travail qui est en cours. Et le deuxième travail, c'est qu'une fois qu'on va dire, non, ça, c'est pas garanti en dommage ou ça, c'est pas garanti en RC. Qu'est-ce qu'on fait? On garantit pas, on met dans un contrat cyber branche pure, on met pas dans un cyber... Voilà. Et c'est la loi du marché.
Après, les dés sont jetés. Chacun apportera sa meilleure réponse. Nous, à la FFA, on a mobilisé les compétences et les capacités pour avoir cette meilleure cartographie. Mais après, c'est notre limite, c'est le rôle de la concurrence. Et chacun apportera, et je sais qu'Hiscox est vraiment en tête du sujet, apportera sa meilleure réponse aux intermédiaires et aux assurés pour apporter le panel le plus large de couverture. Merci Christophe. Du coup, peut-être Astrid, la position d'Hiscox sur les rançons à date, est-ce qu'on a envie de suivre ceux qui arrêtent de les régler? Quelles sont les problématiques aussi qu'on identifie par rapport à ça? Ce qu'on pense, c'est que c'est pas totalement un problème d'assurance, c'est vraiment un problème. Enfin, le sujet des rançons, il n'est pas né avec la cyberassurance, il est né avant. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de produits d'assurance qui le couvrent, mais c'est pas parce qu'il y a des assureurs qu'il y a des ransomware. Et il me semble que c'est un peu limitatif que de se dire il faut interdire aux assureurs de payer. Parce que vous interdisez aux assureurs de payer, vous ne résolvez pas le sujet. Pour moi, il y a un vrai sujet plus large et dont on s'empare quand même, et on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent en France, d'accompagnement des entreprises pour leur permettre de ne pas avoir à se poser la question quand ils ont un ransomware de est-ce que je vais payer ou est-ce que je ne vais pas payer. Il faut juste les mettre en mesure de ne pas se poser la question. Ne pas se poser la question, ça veut dire travailler en amont beaucoup plus lourdement que c'est le cas aujourd'hui, probablement avec des incitations à un moment gouvernemental, fiscal. Il y a certainement des dispositifs d'aide, des dispositifs de sensibilisation, des choses à mettre en place. Mais l'assurance, c'est une partie du problème. Je pense que c'est une petite partie du problème. Et j'ai même la faiblesse de penser que quand on est assuré, on a d'autres possibilités que de payer la rançon. Là où quand on ne l'est pas, et notamment quand on est une petite entreprise, je ne suis pas du tout persuadée qu'on en est. Pris dans le feu de l'action et dans le très grand stress que ça génère, je ne vois pas quelle autre solution on peut envisager. Donc je ne pense pas que ça soit une influence délétère, l'assurance. Je pense que ça peut être une influence vertueuse, mais ce n'est pas un sujet d'interdire ou d'autoriser la garantie. C'est un sujet d'accompagnement de marché beaucoup plus large pour moi. Est-ce qu'on a du recul aussi finalement, parce que la rançon peut aussi permettre d'éviter de l'aggravation des pertes d'exploitation dans certains cas. Est-ce qu'on a un recul par rapport à cette question-là, soit côté Hiscox, soit côté Place? Alors, bien sûr, elle peut. Après, c'est jamais la solution première envisagée. C'est absolument impossible de se dire ok, d'accord, je vais commencer par payer, voilà. Mais dans certains cas, oui, malheureusement, on a encore aujourd'hui des entreprises. Alors, je vais parler de celles qui sont assurées, parce qu'à l'évidence, celles qui sont assurées, c'est encore plus vrai, mais même parmi nos assurés, on en a pour qui c'est tellement compliqué de récupérer, de reconstituer des bases de données complètes que on est obligé de se poser la question. On souhaite pas le faire, on fait des pieds et des mains, si vous me passez l'expression, pour ne pas le faire. Mais s'interdire ça par principe, alors qu'on n'interdit pas à l'entreprise de la payer, on interdirait juste à l'assureur de la couvrir, pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord. Je vois qu'on avait une question sur le fonctionnement de la rançon. Est-ce que vous pouvez me la remontrer? Comment fonctionne le déclenchement du paiement de la rançon? À partir de quel moment Hiscox paye? Après discussion, etc. Alors, c'est un peu compliqué de répondre dans l'absolu. Il est certain qu'il va y avoir des discussions. On va pas... le scénario idéal, c'est pas que l'assuré paye sa rançon et vienne ensuite nous voir en nous demandant le remboursement. Pour moi, c'est quelque chose qui s'étudie ensemble avec les services sinistres d'Hiscox qui savent tout à fait gérer ça, et puis avec l'aide de nos prestataires, dont on sait très bien que sur les sujets cyber, ils sont absolument clés. Il n'y a pas forcément de timing à respecter avant de payer une rançon. Il y en a... Enfin, c'est plus en général que la rançon, elle est timée, c'est-à-dire qu'on a un temps limite pour la payer. En revanche, dans ces moments-là, il est surtout très urgent de ne pas trop se précipiter et d'essayer de garder la tête froide. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on a la faiblesse de penser qu'il faut vraiment discuter ensemble avec l'assuré, avec le prestataire, avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Mais la décision de payer, elle est très très loin d'être systématique. Oui, ce que j'entends, c'est qu'il faut qu'on puisse être impliqué dès le début dans la résolution du problème, en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment un point partagé par le marché. C'est vraiment le cas d'extrême limite où les assureurs payent. Il y a vraiment cette question à se poser, tout faire en amont. Et tout faire en amont, et là je rejoins les propos d'Astrid, c'est ce qu'on pousse, tout faire en amont, c'est
de la prévention, c'est de la culture du risque, c'est de la gestion du risque. Il faut mobiliser l'ensemble des acteurs. Et dans l'actualité du jour également, le président de la République a lancé le campus cyber à la Défense. Et dans le plan de relance, il y a 1 milliard qui est mobilisé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pousser un observatoire national des risques cyber. Parce qu'également, sans données, sans information, nous, assureurs, c'est la base de notre métier, la donnée, on est en aveugle. Et on ne peut pas monter, bâtir des modèles de prévention adéquats. Donc là également, ce sujet de l'Observatoire national de risque cyber est aussi d'actualité et pourra être peut-être débattu en septembre-octobre prochain. D'accord. Alors on a dit que Catex n'était pas forcément d'actualité ou plus d'actualité, mais on a quand même une question là-dessus, de savoir, donc une question assez précise sur les 5 points nécessaires dans le cadre du système Catex. Oui, je vais les rappeler rapidement et peut-être plus lentement que je l'ai fait au départ. D'abord, cette garantie doit être forfaitaire. C'est une garantie forfaitaire, c'est un montant que l'on connaît à l'avance parce qu'il faut réagir très rapidement. On a vu au mois de mars, 2 mois de fermeture, il faut que le chèque soit fait très rapidement auprès des assurés. C'est une première idée. Deuxième idée, ça cette fois-ci tourné plutôt vers le monde de l'assurance, il faut une garantie obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une surface de prime suffisante pour pouvoir payer les sinistres. Cette mutualisation, on ne peut pas la faire au fil de l'eau comme en cyber, comme on a ainsi dit il y a des années. Il faut la faire tout de suite par une garantie obligatoire. Deuxièmement, cette garantie, puisqu'on n'a pas pu constituer de provision, elle ne peut être déclenchée que pour un événement futur. Donc ça, c'était le 3e point que l'on poussait. Et 4e point, c'est que l'élément déclencheur devait relever de l'État français, comme pour les catastrophes naturelles, par un arrêté de catastrophe sanitaire. Et enfin, le 5e point, qui est plutôt derrière, qui est le montage de réassurance, qui est un montage de réassurance où on impliquait la Caisse centrale de réassurance, donc l'État, la CCR, avec un code-part, et au-delà d'un certain point d'excès, d'avoir des lignes de réassurance, comme on pouvait comme on peut le connaître avec le Garéat ou avec les CatNat pour le code-part. Donc voilà les 5 idées fortes qui ont poussé au développement de ce produit d'assurance qui pourra revenir, parce que comme je vous le dis, comme on l'a vu pour les grands risques majeurs que je vous ai évoqués, alors ils ont été mis en place à la suite d'une crise, sauf peut-être pour les risques nucléaires, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais ils nous servent beaucoup quand le risque survient. Et on sait que dans ces périodes troublées, dans cette période de dérèglement climatique, dans ces périodes de dérèglement cyber, la crise peut survenir dans 1 an, dans 10 ans. Une question un peu précise sur les risques cyber et les rançons. Est-ce qu'il peut y avoir des dispositifs à 2 étages où on demande une rançon pour débloquer le système et une deuxième rançon pour pouvoir restituer les données ? Est-ce qu'on a des cas Alors, je pense que s'il y a bien une chose que les 10 dernières années ont démontré, c'est l'imagination sans limite des cybercriminels. Donc, dans l'absolu, c'est évidemment pas impossible. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est pas parce que je ne l'ai pas vu que ce n'est pas arrivé. Voilà, il y a 1001 manières de chercher à extorquer de l'argent à quelqu'un. Clairement, si on peut le faire 2 fois plutôt qu'une, je pense qu'il y en a qui ne s'en priveront pas. Maintenant, ce n'est pas le scénario le plus fréquent, pas nécessairement. Mais en revanche, on voit bien que des rançons, par exemple, qu'on ne paye pas dans le premier délai, vont augmenter. Ou alors que quand ils s'aperçoivent que vous avez essayé de récupérer les données vous-même ou de déchiffrer les données vous-même, elles vont augmenter. Voilà. Donc il y a d'autres manières de prendre plus d'argent. Celle-là, pour le moment, je ne l'ai pas vue. Mais des choses qui y ressemblent. Possible que quelqu'un qui regarde, qui tombe sur l'enregistrement de l'émission, se dise qu'effectivement c'est une bonne idée. Astrid, Christophe, merci beaucoup pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, merci pour vos questions nombreuses. Si vous en avez d'autres, Christophe Delcan sera avec nous à midi, donc dans notre espace virtuel. Donc n'hésitez pas, Astrid sera là aussi, vous pourrez leur poser des questions. Donc merci, et je vous propose d'enchaîner avec Joël Bassani sur la digitalisation de l'assurance après ce court jingle. Merci.